Donc à vous, membres, présidents et membres des conseils de développement, Jean-Luc Rigaud n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et donc je vous lis son courrier. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon impossibilité de prendre part à votre rencontre nationale, je le regrette vivement. La convention nationale de l'ADCF, qui s'est tenue la semaine dernière durant 3 jours à Deauville, explique mes contraintes d'agenda ainsi que celles de mes collègues. Pour autant, il m'a semblé utile de faire le lien entre notre congrès annuel, qui a rassemblé 1800 acteurs de l'intercommunalité, et vos rencontres de 7. Nous avons consacré les 3 jours de notre congrès au thème « Agir ensemble ». Agir ensemble entre intercommunalités et communes, dans ce que nous appelons le bloc local, fortement remanié ces dernières années, mais aussi agir ensemble avec les parties prenantes de nos projets de territoire, les réseaux associatifs, les citoyens, les acteurs économiques. Notre feuille de route élaborée à l'issue de nos travaux est très claire. Nous voulons renforcer l'ancrage de nos intercommunalités dans les territoires, accroître leur lisibilité, amplifier les pratiques participatives. Là où ils existent, les conseils de développement doivent nous y aider. La DSF a plaidé pour des intercommunalités inclusives et mobilisatrices de la société civile organisée. Nous ne voulons pas d'une énième loi pour cela. Nous voulons plutôt donner envie de faire, valoriser les bonnes pratiques, observer ce qui marche, mais aussi ce qui marche moins bien. En méthode de concertation, en comprenant les raisons, j'ai la conviction que nous devons innover dans nos méthodes de concertation, de participation, voire de coproduction des politiques publiques. Les conseils de développement et votre coordination nationale seront pour nous des partenaires essentiels pour réfléchir à ces pratiques nouvelles, expérimentées, osées. La France des bassins de vie s'organise peu à peu à travers l'intercommunalité, que ce soit en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, d'habitat, de transport, d'énergie, d'environnement ou de commerce. Des sujets passionnants sont désormais de responsabilité intercommunale et doivent être pensés en lien avec l'ensemble des parties prenantes. Les conseils de développement doivent nous aider à les mobiliser dans une dynamique collaborative. Nous recherchons tous les bonnes méthodes. Nous connaissons des temps forts et des temps faibles. Il y a des réussites et des échecs. Mais il faut que nous continuions à progresser ensemble. Je vous souhaite d'excellentes rencontres nationales. Voilà, alors justement, finalement, ce courrier résume beaucoup des préoccupations qui ont été évoquées à travers vos questions. Et nous allons peut-être, à travers nos discussions, pouvoir apporter un certain nombre de pistes. Alors, Bernard Fabreguette, vous êtes, là je vais m'adresser à vous en tant qu'élu local. Parlez-nous de votre expérience locale de Pays Cœur d'Hérault quant à la mise en place du conseil de développement et son fonctionnement. Normalement, ne touchez pas le micro, il marche. Oui, donc je suis effectivement élu déjà dans une petite ville de 8500 habitants qui est Clermont-Lérault, donc élu communautaire aussi, conseil de la communauté du Clermontais, 21 communes et 28 000 habitants à peu près, et puis donc délégué au Pays Cœur d'Hérault qui représente 77 communes et 80 000 habitants. Voilà. Donc par rapport à votre question, effectivement, la restructuration du conseil de développement qui existait déjà auparavant dans la mandature précédente donc a subi son évolution depuis 2014 et donc le conseil de développement qui s'est coopté et donc a souhaité fonctionner avec 3 coprésidents, donc pas de président comme ça, donc 3 coprésidents avec des commissions bien sûr en conseil d'administration. Et la différence avec la mandature précédente, c'est que j'ai été délégué donc par délibération auprès donc du conseil de développement. Et à partir de là, donc, j'ai travaillé aussi à la restructuration, en faisant un petit peu l'interface entre le politique, les élus et puis le conseil de développement, en prenant bien soin, effectivement, de positionner, entre guillemets, le conseil de développement sur vraiment les axes de travail et sur le projet de territoire qui avait été défini par une charte, donc par le pays, pour que le conseil de développement soit bien sûr efficace, ce qui n'empêche pas bien sûr l'autosaisine. Ça, on sait très bien que c'est une de leurs prérogatives. Et donc, je travaille depuis, j'allais dire, en collaboration très proche, puisque j'assiste à peu près à 90% de leurs travaux, et que assez régulièrement, mais pas assez,
parce que je suis aussi membre du bureau du pays, donc j'essaie de retranscrire un petit peu les orientations que prend le Conseil de développement, leurs souhaits et leur participation. D'ailleurs, le Conseil... Alors, j'ai quand même aussi au niveau des élus souhaité que le Conseil de développement soit, dès la mise en œuvre des projets, soit très, très averti en amont du projet pour qu'il puisse intervenir rapidement donc, sur la construction de ce projet. Donc ce qui se réalise, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, je disais très grande proximité avec en même temps le souhait d'une participation très soutenue au sein des instances donc, du pays, à tel point que aujourd'hui, dans chaque commission du pays Cœur d'Hérault, le Conseil de développement est représenté. Nous menons un schéma de cohérence territoriale donc, et un plan climat, air, énergie. Le Conseil de développement fait partie du comité de pilotage donc, du schéma de cohérence territoriale et du plan climat, air, énergie. Le Conseil de développement s'est vu déléguer en tout cas la mission d'organiser les concertations pour le SCOT et pour le plan climat. Donc voilà, une prise, j'allais dire, une prise intéressante. C'est une grande évolution, je dois dire, parce qu'il faut savoir d'où on part, une grande évolution. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le Conseil de développement, de par ses contributions, parce qu'ils ont amené des contributions, de par leur action et de par leur dynamisme, sont en train de faire basculer un petit peu, j'allais dire, et sortir les élus de la CAM, ce que disait donc notre précédent interlocuteur, à savoir qu'au niveau de la concertation, j'ai été très étonné, parce que j'ai assisté à 3 sur 4, donc, et j'ai été étonné de voir de plus en plus la participation des élus, et qui se positionnaient là plus en tant que citoyens qu'avec leur costume d'élu. Voilà, donc c'est quand même un effet intéressant de la part de l'action du Conseil de développement, sachant qu'aujourd'hui, mais je crois qu'on en reparlera, la grosse problématique, ce sont les moyens. On va y revenir, ce sont les moyens, qu'ils soient humains ou matériels. Mais voilà, quelque chose qui est en construction et qui... alors il y a parfois encore quelques tensions, je dirais du vieux monde, entre guillemets, mais qui sont focalisées plus sur des personnes, j'allais dire, que sur des politiques ou des orientations ou des autosaisines du Conseil de développement. Voilà. On va y revenir aussi. Eliane Rosé, vous êtes donc, vous allez nous apporter un témoignage complémentaire de la façon dont Conseil de développement et élus peuvent travailler ensemble et collaborer, ce qui a été le cas sur le territoire de cette aglomération Méditerranée à travers un projet très précis qui est le projet de territoire. Comment ça s'est passé? Je rappelle que vous avez un poste particulier, vous nous en parlerez tout à l'heure, qui est donc d'être élu délégué aux relations et au conseil de développement. Oui, je vais me permettre de le mettre pour expliquer un petit peu comment on travaille maintenant. Enfin, en fait, on est né quand même là récemment de la fusion de la CCNBT qui comprenait 6 communes avec le sud de l'agglomération actuelle, avec le reste des autres communes. Et nous sommes maintenant 14 communes. Le maire de Bouzic est le maire de la plus petite commune du bassin de Thau. Bon, assez connu parce que nous avons l'huître comme produit phare et nous sommes la capitale de l'huître. Oui, je rappelle que vous êtes le maire de Bouzic. Voilà. Et donc, cette fusion des deux collectivités n'a pas été voulue. Elle a été imposée. C'était pas très consenti. Mais bon, c'est arrivé en cours de mandat puisque l'élection s'est faite en 2014 et la fusion s'est faite en 2017, au 1er janvier 2017. À partir de ce moment-là, le président de l'agglomération avait son conseil de développement déjà depuis 2014. Il a souhaité qu'un élu soit référent au sein de cette interface entre les collectivités et le conseil de développement. Et nous nous sommes mis à travailler avec le conseil de développement par mon intermédiaire. Et tout de suite, il s'est avéré que nous avons voulu travailler sur ce projet de territoire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on se retrouve des élus autour de bureaux et de conseils, on passe des questions infinies à valider des questions qu'on n'a pas forcément étudiées suivant le domaine de compétences. Ça va très vite et en fait, on ne se parle pas beaucoup. Donc, il était peut-être temps de se mettre tous autour d'une table et de se dire, mais on est qui ? On veut quoi ? Et on va où ? Et donc est née l'idée de ce projet de territoire. Et effectivement, ce projet de territoire doit se faire
avec les acteurs locaux. Et vous en faites partie, c'est une partie prégnante, le Conseil de développement. C'est une instance très dynamique et c'était normal de le mener ensemble. Alors, la première des choses qu'a fait le président, M. Comène, c'est de visiter toutes les collectivités avec le C2D, d'interroger tous les conseils municipaux sur cette vision à 2030 de notre territoire, de savoir ce qui était important, ce qui était moins pour chacun. Et ensuite, on s'est mis à bosser. Et comment on s'est mis à bosser? En fait, le président encore a demandé à ce que ce soit 14 élus non communautaires qui viennent travailler sur ce projet de territoire. Il y a eu 5 représentants du Conseil de développement sur les 100, parce qu'ils sont quand même 100 à bosser bénévolement sur le Conseil de développement. Donc nous avons travaillé une vingtaine de personnes, 20 à 22, on était à travailler. Et ce qui est intéressant, c'est autre chose aussi, qui a décloisonné le système, c'est qu'on a fait intervenir une anthropologue de renom qui est suisse, qui s'appelle Sonia Lavadino, qui parcourt le monde et qui a des avis sur tout. Sur l'urbanisation, sur la mobilité, sur l'habitat, sur l'éducation, sur plein de choses numériques. Elle est venue nous faire une conférence, mais en même temps, on a eu la chance de pouvoir mener un atelier avec elle. Et comment elle s'y est prise, en fait, elle a cassé je pense, la structure. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'élus. Le conseil de développement, il y avait la société civile. Et elle a commencé à nous demander comment on voyait notre territoire en mots. Donc, on a donné des mots qui nous semblaient importants. Et puis, elle nous a dit, parmi ces mots, vous allez en choisir un certain nombre, ce qu'on a fait. Et à partir de là, on a monté des ateliers. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, on n'a plus parlé de communes et on s'est mis à travailler sur des ateliers qui nous intéressaient et on était tous mélangés. Et à partir de là, on a commencé à monter un projet territoire. Et celui qui prend naissance maintenant, qui vient donc pratiquement 1 an après la création de tout cet ensemble de collectivités, comités d'agglo, etc., eh bien, il est là. C'est un moment fondateur. Et c'est en ce moment qu'on le porte. Alors, juste, j'aimerais vous faire revenir sur ce rôle de délégué dans le cas précis du Conseil de développement de cette agglopole méditerranéenne. Oui. J'aimerais vous faire revenir sur ce rôle, puisque ce n'est pas le cas dans tous les sites. Il y a donc cette agglopole Méditerranée, le Conseil de développement, et donc on a souhaité là qu'il y ait un élu qui soit délégué à ces relations. C'est aussi votre cas, vous l'expliquez. Donc peut-être vous pourrez aussi rebondir là-dessus. Quelle est l'utilité ou l'importance justement de ce rôle-là? Qu'est-ce qu'il a permis d'apporter peut-être dans les passerelles, dans l'envie de travailler ensemble? Alors, je vais être plus... à un moment donné, il faut bousculer. Et je pense que moi, je savais pas ce que c'était qu'un conseil de développement. J'étais maire depuis quelques années, je savais pas. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est une énergie débordante de plein de monde, avec plein d'idées, et c'est super. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et comment on va travailler? Bon, on sait pas, on se cherche. On fait des réunions beaucoup, on travaille beaucoup, on se bouscule beaucoup, on discute énormément, on n'est pas toujours d'accord. Ensuite, on fait remonter au président. Des fois, on ressort du bureau, on n'est pas content parce qu'il nous a pas écoutés jusqu'au bout, parce qu'on n'était pas satisfait de la réunion. Et on revient, on remonte au créneau et tout le monde se met à bosser, tout le monde se met à écouter. Et finalement, je pense que c'est pas... bien sûr qu'on a des réunions, bien sûr qu'ils ont des réunions eux-mêmes, etc. Mais ce qui est important en ce moment, je pense que c'est cette volonté de fonctionner ensemble. C'est une volonté portée par les élus, portée par le président aussi fortement.
Et c'est cette énergie qui est dégagée qui fait qu'on va avancer. Et votre rôle de passerelle, finalement, permet de faire remonter... Je suis aussi souvent présent avec eux quand ils sont reçus par le président, quand ils sont reçus aussi par les élus dans les bureaux. Je travaille avec eux en parallèle. On réfléchit à faire avancer les conseils de développement ensemble, puisque hier on a parlé, ça m'intéressait beaucoup, d'un collège élu. Finalement, on l'a eu, ce collège élu, vous en avez un. Ce collège élu est important. Nous, on l'a maintenant dans le cadre du projet territoire, et ces 14 élus aussi non communautaires, c'est intéressant, parce que ça implique d'autres élus qui sont que dans leur collectivité. Donc, ça m'a intéressé beaucoup. Ce que vous disiez aussi de fédérer les associations autour du conseil de développement aussi. Donc, c'est un mouvement permanent. Effectivement, ça bouge, et on le bâtit un peu comme ça, et puis on essaie d'ouvrir des portes en permanence. Et bon, je suis à leur côté, et moi, j'essaie d'interpeller les élus dès que je peux. Des fois, ça se referme, comme une huître. Mais en général, ça les interpelle. Bernard Fabregat, vous aussi, vous avez évoqué le fait de ce rôle de délégué, d'élu délégué aux relations avec les conseils de développement. Alors, je dirais qu'en direction des élus, c'est d'essayer d'apaiser les angoisses et les peurs. Voilà, ça, c'est évident. Et je dirais qu'en direction du Conseil de développement, c'est déjà, et je voudrais souligner aussi la disponibilité du directeur du pays, qui est d'ailleurs dans la salle, là, Thierry Lagnès, donc qui est toujours disponible. C'est d'ailleurs incroyable, je ne sais pas comment il fait. Mais en tout cas, il est toujours disponible et il apporte toujours et compétences, je dois dire, et connaissances des dossiers. Et donc, c'est de mettre au même niveau d'information, parce que effectivement, ce sont des personnes de la société civile qui ont des spécificités, qui ont une expertise, mais qui leur est propre, mais qui est très spécifique. Mais sur un conseil de développement, on est amené, et notamment sur le SCOT, à aborder toutes les politiques sectorielles. Et c'est très compliqué. Et donc, c'est aussi mettre en lien avec les chargés de mission, qui sont chez nous, en tout cas, très disponibles. Je ne sais pas non plus comment ils font, parce qu'ils ont énormément de travail. Donc voilà, c'est d'un côté d'apaiser un petit peu les peurs et les tensions, et de l'autre côté, c'est d'amener un maximum d'informations, faciliter le fonctionnement, parce qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, c'est du bénévolat, il n'y a pas d'équivalent temps plein, ni un demi-équivalent temps plein, mais j'allais dire que par le temps, en tout cas par le temps accordé, ce qui n'est pas, j'allais dire, l'idéal, mais le temps accordé des chargés de mission, mais qui sont vraiment toujours disponibles, il suffit de taper, de rentrer, la mise à disposition de locaux, voilà. C'est ce qui facilite aussi, et j'allais dire, l'organisation, la communication, et par exemple, là, au niveau de la concertation, de faciliter aussi la mise en œuvre de la concertation pour le SCOT et le plan climat. Alors, Sylviane Alco, je viens à présent... Allô, pardon. Je viens à présent vers vous parce que vous êtes un autre exemple. Vous avez assisté à l'époque en tant qu'élu au balbutiement du Conseil de développement du Pays Basque, qui fut un des premiers d'ailleurs, et qui fut un conseil de développement donc novateur. Vous allez nous expliquer un petit peu comment il s'est mis en place dans sa relation avec les élus. On a évoqué le rôle des délégués, le rôle peut-être parfois un peu de frayeur de la part des élus de voir arriver ces instances. Quel a été, comment ce balbutiement s'est mis en place à l'époque et finalement ces relations avec les élus? Tout à fait. Alors juste rappeler un petit peu l'histoire. 1992 se crée un embryon de conseil de développement sous l'impulsion de la société civile et qui aboutit à un schéma prospectif Pays Basque, ce qui permettra d'avoir une création tout à fait officielle du Conseil des élus en 94, du Conseil de développement en 94 et du Conseil des élus l'année suivante. Il faut savoir que dès lors, immédiatement, il y a eu un travail de co-construction. Ça, c'était extrêmement important et je peux comprendre aujourd'hui les angoisses, les questionnements des uns et des autres, mais je dois dire qu'il y avait une telle volonté à l'époque, une telle volonté partagée de faire avancer les choses, de prendre en compte les véritables préoccupations de la société civile et de les faire entendre. Alors quand je dis cela, le Pays Basque, quand on pense au Pays Basque, on pense au surf, on pense à la côte basque, mais nous avons un territoire avec trois identités, trois préoccupations majeures, que sont les préoccupations du littoral, bien évidemment, de l'intérieur du Pays Basque, où nous avons un monde rural,
très dynamique. Et également, nous avons des zones de montagne. C'est encore une spécificité. Donc, tout ceci a été mis en commun. Tout le monde a écouté l'autre. Et ça a été une démarche tout à fait novatrice. Et quand j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé d'apaisement ou des choses comme ça, nous avons toujours eu un dialogue de construction, de co-construction, et un dialogue apaisé, tout à fait apaisé. Et c'était d'autant plus vrai, c'est qu'on faisait abstraction de nos horizons différents. Je citais les différentes identités, entre guillemets, de la société civile, de par ses préoccupations géographiques, littorales, intérieures du Pays Basque, zone de montagne, mais également les élus, puisque nous avons un collège des élus. Les élus étaient de sensibilité et d'horizons aussi différents. Donc, pour ce qui me concerne, puisque vous faisiez allusion à mon appartenance et au Conseil des élus et au Conseil de développement, voilà, j'ai été simple citoyenne, puis élue, puis parlementaire et de nouveau simple citoyenne. Mais quels que soient les visages que j'ai pu avoir, je m'y sens toujours à l'aise. Je m'y sens toujours à l'aise parce qu'il n'y a pas affrontement, il y a conjugaison. Et le Conseil de développement est tout à fait initiateur aussi. C'est-à-dire qu'on a une volonté, c'est de ne jamais empiéter sur le rôle des élus. Chacun a sa place. Mais la société civile sait très bien ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Donc, elle a initié. Alors, je ne sais pas si ça fera l'objet d'une autre question ou si j'en parle de suite. Mais quand je parle que nous sommes initiateurs, par exemple, chez nous aussi, il y a le problème du foncier qui est absolument énorme. Et de nos travaux, et à l'initiative du Conseil de développement, nous avons créé en 2001, enfin il a été créé en 2001, toujours en co-construction, en co-travail, co-décision, l'établissement public foncier local et qui aujourd'hui est en train de faire naître un autre outil qui sera l'Office foncier solidaire et qui, ce sont également des choses qui ont émané du Conseil de développement. Alors, très bon exemple, justement, à côté de vous, Caroline Phillips, vous êtes... Oh non, ne touchez pas le micro, il marchait. Il marche. Ça marche. Okay. Oui, très bien. Les deux marchent, il n'y a Parfait. Pas de souci. Les micros sont ouverts dès le départ. Juste, je le rappelais, vous êtes présidente du Conseil de développement du Pays Basque, vous êtes en parallèle le chef d'entreprise. La plupart des conseils de développement ont la forme d'une instance juridique, d'une instance sans personnalité juridique, justement. Vous êtes présidente de ce Conseil de développement Pays Basque et qui, lui, est constitué sous la forme d'association. Alors, quel est le fonctionnement ? Alors, donc, il faut, juste pour venir en complément de ce qu'elle disait Sylviane, c'est qu'en fait, le Conseil de développement s'est constitué avec deux associations en l'absence d'une gouvernance au Pays Basque, puisque nous avions un département et nous n'avions pas, en fait, de collectivité qui était arrimée à notre périmètre de territoire historique. Donc, je dirais que... On salue l'arrivée de Madame le ministre qui nous rejoint. Monsieur le préfet, on va les laisser prendre place dans la salle. Dans la salle pour l'instant. Si vous voulez bien, vous avez une place qui vous est réservée au premier rang. Voilà, on va vous laisser... vous installer, on vous salue. Monsieur le préfet, bonjour. Salut. Bonjour, monsieur Grand. On vous laisse prendre place les uns et les autres. Donc, nous sommes en pleine discussion, madame, bonjour, sur donc le travail entre ces conseils de développement et les élus, la mise en place de ces coopérations. Et donc, justement, on évoquait aussi la forme que prennent ces conseils de développement. Et avec vous, donc, on évoquait Caroline Phillips, le cas du conseil de développement du Pays Basque, qui est constitué sous la forme d'une association. Et vous le disiez, il est né, il est apparu au moment d'une problématique de gouvernance.
Voilà, et donc je disais qu'en fait, pour faire court, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait, ces formes associatives, en l'absence d'une petite collectivité sur le territoire, de mettre tout le monde autour de la table sous la loi des pays. Et donc, nous avons voulu pérenniser donc, cet état d'esprit et puis aussi continuer à travailler avec des autres collectivités, pas que donc, notre agglomération, puisque notre conseil de développement intervenait et travaillait avec aussi le département, la région et puis aussi l'ADEME. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'agglomération nous a missionné de nous renouveler, de renouveler nos statuts, de renouveler donc notre composition donc au mois de janvier, et nous avons cherché des solutions. Nous avons complètement renouvelé donc nos statuts et nous avons trouvé une forme juridique qui aujourd'hui fait jurisprudence, puisque nous sommes le seul conseil de développement sous forme associative adossé à une agglomération. Donc notre grande association a 311 membres, 110 associations avec des représentants binômes, hommes-femmes, un jeune, un moins jeune, on va dire, et après 90 citoyens et citoyennes. Cette grande association nous permet donc de travailler sur des projets, y compris des projets expérimentaux, comme la mise en place d'un projet de dialogue social territorial, qui est le seul projet paritaire de dialogue social infraterritorial aujourd'hui. Donc, c'est notre conseil d'administration qui porte la mission du conseil de développement de l'agglomération, avec 65 membres, donc, dont 52% sont des femmes, puisque c'est la pyramide des âges et aussi la démographie, le reflet de la démographie sur le territoire. Donc, parfaitement paritaire. Aussi, nous respectons donc, la loi NOTRe et la loi égalité et citoyenneté. Et aujourd'hui, nous sommes saisis sur une douzaine de sujets. Nous avons déjà rendu un projet de contribution au territoire que nous avons présenté sur 4 réunions devant les 233 élus communautaires. Il y a une politique publique sur le patrimoine naturel qui est née de nos travaux en décembre. Nous sommes en train de travailler sur le projet social du territoire et nous sommes saisis bien sûr sur le SCOT, le plan climat, et aussi sur le PLH et le PLU. Alors, Eliane Rosé, je reviens vers vous, puisque dans ce cadre, donc je rappelle pour Madame la ministre qu'Eliane Rosé est donc maire de Bouzigues et puis vice-présidente à cette Aglopole Méditerranée en charge du tourisme intercommunautaire et déléguée aux relations avec le Conseil de développement. Dans ce cadre-là, quelles sont les attentes aujourd'hui des élus vis-à-vis des conseils de développement? Est-ce que cela évolue? Est-ce que vous sentez cette évolution petit à petit dans les attentes du fait peut-être d'avoir travaillé ensemble sur ce projet de territoire? Oui, je pense que de plus en plus les élus se sentent concernés. Bon, nous, c'est donc un peu frais, c'est ce que je disais, puisque ça date de cette fusion. Ça existait, François n'était pas là puisqu'il venait vous accueillir, madame. Je disais précédemment donc que c'est né vraiment en 2014 le C2D un peu performant et qu'on a eu cette fusion de 2 collectivités qui fait qu'en 2017 l'ex-CCNBT et la CABT a fusionné pour faire la SAM. Monsieur le Président Comène a demandé à un élu, c'est moi en l'occurrence, d'être cette interface entre les élus et le Conseil de développement. Et effectivement, j'en ai parlé précédemment sur le projet territoire et sur la dynamique, mais on s'aperçoit que le Conseil de développement est de plus en plus actif et les élus sont de plus en plus intéressés. Notamment, on a fait, ils ont été mandatés pour travailler sur le festival de l'écomobilité. C'est vrai que pendant 2 ans, ça ne s'est fait que sur une seule journée. Et en 2018, c'était une semaine du festival de l'écomobilité et ça a concerné 10 communes sur les 14 communes. Et pour lequel le Conseil de développement a été acteur et moteur. Complètement. Du coup, ça a permis aux élus de prendre conscience de leur rôle. Exactement, c'est là qu'ils sont venus. Le festival s'est fait dans chaque collectivité et ça a été décidé conjointement entre les élus du territoire et le C2D. Donc voilà, une belle opération qui permet aussi aux personnes de se connaître, de travailler ensemble. Et donc, c'est source d'un futur agréable, je pense, pour le développement de la fusion entre le C2D
et les élus du territoire. Bernard Fabreguette, donc même profil, Bernard Fabreguette, élu Cœur d'Hérault et donc délégué, pareil, aux relations avec le Conseil de développement. Est-ce que ces réticences chez les élus à voir émerger un rôle actif des conseils de développement, aujourd'hui, n'est plus vécu comme un éventuel contre-pouvoir, mais comme un outil de démocratie participative et de réflexion qui peut porter le territoire? Alors je dirais pas encore, hein. Le processus est beaucoup plus lent que chez vous. Je dirais qu'aujourd'hui la position, c'est un peu la curiosité au niveau des élus, hein, de voir un petit peu quels vont être les apports, les contributions, le comportement, hein, au sens large. Par contre, il va y avoir aussi, dans le cadre d'une autosaisine, hein, le Conseil de développement donc, prépare pour le mois de novembre 2019 les états généraux de l'alimentation et de l'agriculture durable. Donc voilà, ils sont en attente un peu d'expérience comme ça, de voir un petit peu. Mais il y a une écoute, quoi. Voilà, il n'y a pas rien. Hein, voilà, donc c'est une évolution. Il faut pas brusquer les choses. Hein, voilà, j'essaie de mettre le plus de médiation possible, hein, entre les deux interfaces. Donc voilà où on en est aujourd'hui actuellement, mais c'est une grande avancée, j'allais dire, par rapport à la mandature précédente. Hein, voilà. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans vos exemples, c'est qu'on a là donc 3 stades de développement des conseils de développement dans leur relation avec les élus. Vous, tout ça, aujourd'hui, c'est loin. Ces réticences des élus, c'est un travail qui est complètement collaboratif. Oui, et je dirais même au-delà des élus, même avec l'État et le département. Régulièrement, pendant que nous étions en train de constituer donc, la liste avec l'agglomération des membres du Conseil de développement, c'était en co-construction avec nos élus. Et puis aussi, j'ai été voir l'État, enfin, je veux dire, le sous-préfet, le préfet, donc pour présenter cette liste, pour en discuter, qui étaient les personnes, quelles étaient leurs motivations. Et aujourd'hui, ça fait que on est saisi en amont des politiques publiques. Donc, ce sont nos contributions qui vont inspirer des politiques publiques. Et après, voilà, on va être en aval, comme il est prévu dans la loi NOTRe, donc sur l'évaluation de ces politiques publiques. Donc, est-ce que ce que la société civile donc, a proposé est vraiment mis en place? Et après, je dirais, la réussite de ce qu'on fait, c'est vraiment le dialogue étroit et continu que nous avons avec nos élus. Nos élus, nous les connaissons. Nos élus ont un grand respect pour le travail qui est fait par la société civile et notre dialogue est constant avec 6 élus et 6 membres du Conseil de développement qui se rencontrent régulièrement 2 fois par mois pour être en fait la passerelle entre la société civile, les élus et la société civile. Sylviane Allo, vous qui avez été des deux côtés, puisque parlementaire et puis aujourd'hui citoyenne. Et aujourd'hui membre du Conseil de développement en tant que citoyenne, est-ce que le fait d'avoir été de ces deux côtés permet aussi de désacraliser ou d'enlever un petit peu ces peurs vis-à-vis de vos anciens collègues élus? Vous savez, pour ce qui me concerne, je vais répondre sur ce point précis, j'étais membre du Conseil des élus, mais je siégeais au Conseil de développement dans le collège des élus où j'allais représenter. Donc j'ai toujours eu cette dualité de pensée, mais un élu ne doit jamais oublier, et je pense que c'est le cas pour tous, qu'on est surtout aussi des citoyens, choisis par les autres citoyens pour les représenter. Donc l'exercice est très facile de se placer d'un côté ou d'autre. Aujourd'hui, je ne suis que d'un seul côté. Effectivement, l'expérience que j'ai pu acquérir est toujours utile à tous, d'une manière générale. Mais j'entends les craintes de certains. Nous l'avons, je vous dis, les prémices, c'était en 92, donc c'était autre temps, c'était différent. Aujourd'hui, ceux qui voient apparaître des conseils de développement peuvent très bien regarder ça comme ça. Et je ne ferai que répéter, parce que je veux le marteler, dire que les conseils de développement n'empiètent pas sur le rôle des élus. Le rôle des conseils de développement, c'est d'être dans un travail de co-construction et donc d'être des contributeurs. Ça, j'insiste beaucoup sur ce terme, d'être des contributeurs. Et de cela, on n'a pas à craindre quelque chose, sinon de bien faire avancer les choses. Et les élus ne pourraient que s'en porter heureux. Alors à chacun maintenant, une réaction rapidement concernant... Oui, vous pouvez. Concernant
Les moyens, on l'a dit, vous êtes des exemples de conseils de développement qui fonctionnent, en tout cas qui existent. Dans d'autres lieux, les conseils de développement ont du mal à émerger ou à subsister, ou sont parfois des coquilles vides, faute bien souvent de moyens de fonctionnement, moyens humains, moyens d'ingénierie. Alors, rapidement, chacun, dans votre conseil de développement, il n'est pas question forcément de parler chiffres, mais est-ce qu'il y a des moyens de fonctionnement humain et d'ingénierie? Un point rapide là-dessus. À l'état, non. Mais par contre, ce que je vous ai dit, c'est qu'avec une grande proximité entre le Conseil de développement et les techniciens, les chargés de mission du pays. C'est-à-dire il y a toujours une grande disponibilité. Ça, c'est voulu par le président, M. Louis Villaret aussi, d'une grande collaboration. Donc ça, c'est quand même acté. Il y a ensuite donc, le siège du Conseil de développement qui est au sein du pays Cœur d'Hérault, donc avec des locaux à disposition. Il y a eu dernièrement une enveloppe aussi qui a été attribuée, notamment pour la préparation de la journée sur les états généraux de l'alimentation et de l'agriculture. Donc voilà, les choses sont actuellement, j'allais dire, il y a une progressivité, là on sent que ça progresse donc assez régulièrement, mais ça reste très modeste, quoi. Moi je vois les difficultés des membres du bureau, en tout cas des coprésidents, en termes de communication, c'est très chronophage au niveau de montage des dossiers, suivre les commissions, apporter les contributions, c'est énorme. Donc, voilà, un travail bénévole, et là pas de personne dédiée, voilà, donc pas de financement pour une personne dédiée. Voilà. D'accord. Alors, autre exemple, Eliane Rosé pour le Conseil de développement de Sète. Donc une personne effectivement déléguée par l'AGLO est mise à disposition donc du Conseil de développement, des locaux bien sûr aussi pour travailler, une enveloppe financière voilà consentie. Alors président, je demande pour une augmentation parce que je suis très jalouse de l'ingénierie qu'ils ont à côté. Voilà, j'ai tout discuté et je souhaite, il y a des témoins. Il est prisonnier. Discussion avec monsieur le préfet. Je pense qu'on peut faire encore mieux ensemble avec le Conseil de développement pour servir le territoire. Et monsieur le président, il faut des fonds pour ça. Merci beaucoup. Donc des exemples différents, pas de budget, un petit budget. Et puis, c'est vrai que votre exemple, c'est celui d'un budget de fonctionnement beaucoup plus important. Expliquez-nous d'où ça vient, comment c'est mis en place. Donc, il faut aussi relativiser. Nous avons 4 chargés de mission et un directeur. Mais il faut aussi regarder le travail que l'on fait. Notre projet de territoire était de 70 pages et a réuni plus de 500 personnes qui ont travaillé sur ce projet de territoire. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous prenez par exemple Bordeaux Métropole, nos collègues, eux, ils n'ont pas de statut juridique, sauf qu'ils ont une mise à disposition donc, de personnel. Donc ils ont en fait, in fine, un budget qui est bien plus important que le nôtre. Comme nous sommes sous forme associative... Vous avez un budget qui vient de différentes... Nous avons donc 80% de notre budget qui vient de l'agglomération et nous avons été aussi saisis par l'ADEME pour faire émerger des projets dans la transition énergétique et écologique. Ce week-end dernier, nous avons reçu 45 porteurs de projets qui étaient beaucoup dans l'écomobilité, très intéressant. Nous avons aussi un projet avec le GECT, donc sur des projets transfrontaliers, et aussi nous travaillons avec la région. Donc sur le projet de dialogue social territorial. D'accord. Alors, Yves Londechamp, vous êtes coprésident de la coordination nationale des conseils de développement. On vient de voir quelques exemples, des exemples où les conseils de développement bougent, se développent à plus ou moins grande échelle. Est-ce que c'est comme ça partout? Apportez-nous un petit peu cette dimension nationale pour qu'on puisse savoir un petit peu quelles sont les typologies. Merci, vous me tendez la perche en me posant la question de cette façon-là. Bien entendu que non, c'est pas comme ça partout, malheureusement. Alors, il y a 3 points. D'abord, je voudrais peut-être revenir, embrayer sur la question des moyens. Il y a beaucoup de conseils de développement, notamment dans les petites communautés, qui ont des moyens qui sont entre 0 et pas grand-chose. Dans les territoires XXL, ça pose simplement des problèmes de frais de déplacement pour venir aux réunions, tout bêtement. Et c'est des réalités. Au niveau national, la coordination nationale, nous essayons, et nous avons l'ambition d'avoir une bonne représentation des conseils de développement
des petits territoires ou des territoires ruraux, de manière à avoir une réflexion équilibrée entre l'urbain et le rural, eh bien, on se heurte simplement à la difficulté que les territoires ruraux ne peuvent pas rejoindre nos réunions, nos groupes de travail ou nos instances de gouvernance. Ça a été beaucoup évoqué dans les questions précédemment. Absolument. La présence de la ruralité. Donc, à la fois, effectivement, c'est un véritable sujet qu'il faut traiter, mais en même temps, on n'est pas obligé de viser des sommets pour tout le monde. Ça reste quand même un problème qui doit quand même être raisonnable, qu'on doit pouvoir déjà beaucoup faire avancer sans exploser les budgets des uns et des autres. Mais c'est une des problématiques sur le fonctionnement des conseils de développement, voilà. Et c'est le rôle de ces journées de la soulever. Voilà, tout à fait. Donc il y a cette problématique qui est réelle, et effectivement on voit bien que lorsqu'un conseil de développement a le minimum vital pour fonctionner à la fois en matière de budget, un petit peu de fonctionnement, il faudrait penser aussi à des budgets de formation des membres des conseils de développement, donc un minimum d'ingénierie pour faciliter la relation, parce que comme le disait M. Fabreguet, la relation entre le conseil de développement, les services et les élus, c'est extrêmement chronophage. Le fait d'avoir une personne qui assure cette bonne circulation d'informations, cette bonne compréhension mutuelle, qui fait les ponts, c'est absolument essentiel. Et donc c'est vraiment important le rôle d'avoir un ou une chargée de mission pour faire ce travail-là. De même, il y a quand même des besoins forts pour que le travail disons, on a des bénévoles dans les conseils de développement. Ils font le travail de construction, de réflexion, de mise en forme de leur réflexion. Mais au-delà de ça, le fait ensuite de mettre en forme ces réflexions, de les écrire, ça peut être aussi un travail. Il y a une part administrative, voilà, un travail quand même, un petit peu plus professionnel en quelque sorte, qui peut être utilement assisté par une ingénierie. Voilà, donc il y a quand même un minimum d'ingénierie à mettre en place. On n'est pas obligé de viser le premier jour d'avoir 3 personnes à plein temps. Ça dépend aussi des missions des conseils de développement. On peut rester effectivement dans des volumes de l'ordre de une demi à une personne. On trouve beaucoup ce type de profil. Non, mais il faut être ambitieux. Mais il faut, excusez-moi, mais je mets en parallèle un bureau d'études et le conseil de développement. Un bureau d'études, les gens sont sondés 1 à 1, et dans un conseil de développement, c'est l'ensemble qui travaille pour créer autre chose. Merci Caroline de plaider pour une ambition forte. Alors sur le deuxième point... Alors, le deuxième point pour cette analyse un peu nationale. Sur le statut associatif, nous avons un exemple de conseil de développement qui a un statut associatif. Ce n'est pas la règle générale dans les conseils de développement. La majorité des conseils de développement n'ont pas de personnalité juridique, donc c'est une instance créée par le PCI ou par le pôle d'équilibre territorial et qui n'a pas de personnalité juridique. Et ça fonctionne très bien comme ça. Ça fonctionne très bien, enfin, sous les réserves ensuite des questions ensuite que nous allons aborder ensuite, sur le fond. La position de la coordination nationale, ça serait de dire, premièrement, il n'y a pas de raison de promouvoir particulièrement le statut associatif. Mais deuxièmement, là où localement, il y a des raisons historiques ou spécifiques, où vraiment il y a une histoire qui fait que les membres du Conseil de développement tiennent à ce statut associatif, pour telle ou telle raison, il faut savoir le respecter et s'adapter à ce type de besoins. Pour cela, l'expérience montre qu'il y a actuellement un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées avec le contrôle de légalité. Donc l'interprétation de comment on doit appliquer au cas des conseils de développement les règles qui justifient les contrôles de légalité de création d'associations dans la collectivité publique. Actuellement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas une harmonie entre les différentes positions des contrôles de légalité dans les différents départements. Je ne dirais pas qu'il y a à peu près autant de réponses qu'il y a de préfets ou de sous-préfets, mais c'est un petit peu l'impression que nous avons lorsqu'il y a des difficultés. Donc c'est un point sur lequel peut-être il y aurait besoin d'une harmonisation et d'une clarification, d'une espèce de mise en œuvre d'application du contrôle de légalité au Conseil de développement. Et sur la question alors, de la relation entre les élus et les conseils de développement, plaçons les choses un petit peu en perspective historique.
il y a eu toute une période, elle n'est pas encore complètement terminée, où des élus étaient membres des conseils de développement, plutôt dans une intention de la part des intercommunalités de noyauter un petit peu le conseil de développement, de le piloter plus ou moins en sous-main, voire même quelquefois de désigner un élu comme président. C'était effectivement une bonne façon de vider de son sens l'utilité du conseil de développement. Donc nous sommes passés à une deuxième étape où il a maintenant écrit dans la loi pas d'élus communautaires dans le conseil de développement. Ça permet effectivement à des élus municipaux non communautaires d'être présents dans les conseils de développement, ce qui est une opportunité tout à fait intéressante à considérer. Et ça permet effectivement de permettre au conseil de développement de mener une réflexion indépendante. Ceci étant, le fait de garantir l'indépendance du conseil de développement par des moyens un petit peu artificiels, on va dire, c'est aussi un petit peu un danger, dans la mesure où l'enjeu maintenant, c'est effectivement de franchir une véritable étape dans la co-construction, dans une mobilisation d'intelligence collective entre les élus, les acteurs, les membres du conseil de développement, les techniciens aussi des administrations territoriales. Et de ce fait-là, le fait de mettre des rigidités, c'est aussi... donc nous avons eu des exemples qui ont été cités de façon de travailler ensemble, en créant pas un collège des élus au sein du conseil de développement, mais des modalités de travail en commun, des groupes de travail en commun, qui sont tout à fait inspirantes et dont on peut s'inspirer effectivement pour faire... pour garder de l'agilité. Pour mettre de l'agilité et surtout approfondir le lien et la relation de confiance entre les élus et les membres du conseil. Merci beaucoup.